des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 3e épisode de la saison 6 de Tranches de couple, épisode qui aurait pu s'intituler le podcast Enrhumé, comme vous l'entendrez peut-être à ma voix, mais qui s'intitulera en réalité Le Grand Écart. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. On passe tout de suite donc à la première rubrique, la rubrique Actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous fais une petite actu Proche-Orient ? Absolument, on commence notre grand écart par le Proche-Orient, une zone compliquée en ce moment, vous le savez. Vous savez aussi que c'est un sujet qu'on aborde peu parce qu'on ne se sent pas toujours bien armé pour en parler par rapport par exemple à des sujets plutôt sur l'Union européenne ou sur les États-Unis. Pour autant, vu l'espace médiatique qui lui est à juste titre réservé ces temps-ci, il nous a paru important de faire une actu sur le sujet et plus particulièrement sur ce qui se passe au Liban pour essayer de vous donner une synthèse d'informations et des pistes de réflexion. Alors, on ne retournera pas des années en arrière, car cela pourrait faire l'objet de nombreux podcasts, tant l'histoire du Moyen-Orient est compliquée, en particulier depuis les années 50, mais retour déjà sur un an de violence. Le 7 octobre 2023, il y a tout pile un an, le Hamas lance une opération à grande échelle sur la bande de Gaza. Quelques tirs de roquettes, puis surtout 3000 fanatiques du Hamas attaquent 20 villes et kibboutz du sud d'Israël. Bilan, 1160 morts, dont presque 900 civils israéliens, 252 otages. C'est la plus importante, la plus meurtrière et la plus coordonnée des attaques du Hamas contre Israël depuis des dizaines d'années et la plus meurtrière vis-à-vis des populations juives depuis la Shoah. S'ensuit un an de guerre à Gaza, plus de 40 000 civils palestiniens tués selon les chiffres croisés de l'ONU et du ministère de la Santé palestinien, des milliers de membres du Hamas également, et Gaza est quasiment rayé de la carte. Plus d'infrastructures, un approvisionnement erratique à la merci de l'Égypte et d'Israël, blocus maritime, la région est encore plus déstabilisée qu'elle ne l'était auparavant et durablement. C'est dans ce contexte que la situation entre Israël et le Hezbollah s'aggrave. Ce dernier lançant régulièrement des attaques à la frontière entre le Liban et Israël. Alors, je vous rappelle les choses, le Hamas est un parti politique et militaire qui est présent en Palestine. Le Hezbollah, c'est un parti politique et avec une branche armée financée exclusivement ou quasi exclusivement par l'Iran, présent au Liban et dont l'objectif a toujours été, dans un cas comme dans l'autre, la déstabilisation d'Israël et in fine, la disparition de l'État hébreu. Donc, je reviens donc sur ces attaques régulières du Hezbollah entre le Liban et Israël, malgré une résolution des Nations Unies qui avait demandé à ce qu'une bande de 10 km de frontière soit neutralisée, et malgré la présence des soldats de la FINUL, Force des Nations Unies pour le Liban. Israël, quant à lui, entreprend des frappes de drones et des tirs d'artillerie sur les positions du Hezbollah près de la frontière entre le plateau du Golan et le Liban. Les bombardements israéliens deviennent massifs et particulièrement meurtriers à partir du 23 septembre dernier. Ils sont considérés comme un tournant dans le conflit. Là où on était essentiellement sur un conflit qui se passait à Gaza et autour de Gaza, le conflit se oriente désormais vers le nord et vers le Liban. Un pays qui a été meurtri déjà par plusieurs guerres entre les années 80 et 90, des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts déjà à l'époque. Ces bombardements du 23 septembre 2024 sont considérés comme, donc je le disais, un tournant. L'armée bombarde massivement au moins 1600 cibles, faisant 558 morts, dont 50 enfants, quasi uniquement pour cette seule journée du 23 septembre, et quasi exclusivement des civils, selon les informations de Radio France Internationale. Alors que la population du sud-Liban fuit, le Hezbollah riposte en envoyant plus de 300 roquettes sur Haïfa, blessant légèrement des dizaines de personnes. Il utilisera par ailleurs pour la première fois des roquettes dont la charge et la portée sont plus importantes. Le 26 septembre, Israël refuse la proposition de cessez-le-feu franco-américaine et le 27, elle bombarde le QG du Hezbollah et tue son secrétaire général, Hassan Nasrallah, également suspecté de l'attentat l'attentat du Drakkar, qui avait tué 58 soldats français en 1983 à Beyrouth. L'État hébreu lance ensuite une invasion terrestre le 30 septembre. Guerre des chiffres. Israël annonce que près de 63 000 Israéliens ont été déplacés de son côté. L'ONU parle d'1 million de Libanais sur les routes. Entre-temps, dans une opération digne d'OSS 117 ou plutôt de James Bond,
Des dizaines de beepers utilisés par le Hezbollah explosent dans la poche, la main, la figure de leur détenteur, faisant 37 morts et plus de 3000 blessés. Alors, comment le Mossad, le renseignement israélien, a-t-il pu infiltrer le Hezbollah si profondément qu'il a pu déclencher, se mêler d'une livraison finalement d'un outil d'apparence inoffensif. Alors le Hezbollah utilise des beepers parce que c'est une solution qui évite les possibilités de traçage qu'on peut avoir avec des smartphones par exemple. C'est une solution aussi qui est moins coûteuse et c'est une solution qui permet de diffuser à grande échelle. Alors, selon une enquête du Washington Post, les beepers ont été construits en Israël en 2022 et ont été insérés dans la ligne d'approvisionnement de la société Apollo en provenance de Taïwan sans que la société le sache. Un représentant commercial a réussi à convaincre le Hezbollah d'acheter 5000 trackers tout en expliquant qu'il s'agissait d'un moyen de communication à l'abri de l'espionnage israélien en recommandant un modèle avec une plus grande batterie et un boîtier rigide. Ben voyons. Le Hezbollah a acheté des appareils et en a équipé ses membres, la plupart de ses membres. Ces appareils avaient la capacité de transmettre des messages cryptés, mais il fallait appuyer alors sur 2 boutons différents en même temps pour les lire. Ainsi, Israël s'est assuré qu'il serait entre les mains du personnel du Hezbollah au moment de l'explosion. Alors, dans les faits, ça n'a pas forcément été systématiquement le cas, mais il faut savoir que cette opération avait été précédée par une autre action du Mossad il y a 10 ans, au cours de laquelle des centaines de talkie-walkie ont été vendus au Hezbollah et transférés aux agents de l'organisation. Ceux-ci étaient non seulement équipés d'explosifs, mais également de dispositifs de surveillance permettant à Israël d'écouter les conversations menées sur ces appareils. Une fois l'action décidée, les agents du Hezbollah ont reçu un message avec le numéro de suivi indiquant qu'un message crypté les attendait, dont la lecture nécessitait donc d'appuyer sur 2 boutons et d'utiliser les 2 mains, garantissant ainsi que les blessures des hommes du Hezbollah seraient importantes et toucheraient notamment leurs mains. Alors voilà, c'est un peu un sommaire de ce qui se passe aujourd'hui dans cette région. On regarde avec beaucoup d'attention parce que, notamment, on va y revenir dans notre sujet suivant sur la campagne américaine. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui prévient Israël, j'ai envie de dire, de faire n'importe quoi, c'est le soutien de Washington qui, pour Israël, est important puisque c'est le dernier allié du pays qui n'a pas ouvertement condamné les dernières actions d'Israël, notamment l'extension du conflit au Liban, notamment en raison des relations désastreuses entre les États-Unis et l'Iran. Donc on sera très attentif. Le résultat des élections américaines aura naturellement un impact. Chaque candidat s'étant déjà plus ou moins engagé sur la suite. Et surtout, si Kamala Harris était élue, cela permettrait à Joe Biden de prendre une position beaucoup plus ferme pendant les derniers mois de son mandat. Dernier point donc, puisqu'on parlait d'ailleurs de l'Iran, alors qu'Israël envahissait le Liban, le mardi 1er octobre, l'Iran a attaqué Israël. Les sirènes anti-aériennes ont résonné dans tout le pays. On sait, c'est pas la première fois depuis plusieurs mois que l'Iran lance des salves de missiles. Là, c'était une salve encore importante, avec au moins, selon les sources du New York Times, 200 missiles balistiques lancés. Cela marque, selon le quotidien états-unien, une nette intensification du conflit larvé entre Israël et l'Iran. Et là, on n'est plus dans un conflit par proxy, via le Hamas, via le Hezbollah, via le Liban, via Gaza, mais on est vraiment dans un conflit où Israël et l'Iran, et les alliés de l'Iran, notamment les rebelles Houthis, qui ont également envoyé un certain nombre de missiles ou de drones vers l'État hébreu, s'attaquent entre eux directement. Alors, c'est pour les gardiens de la Révolution une réponse au martyr du chef du bureau politique du Hamas, qui a été tué lui aussi par une frappe israélienne, de Hassan Nasrallah, dont on vous a parlé tout à l'heure, et d'un commandant iranien également tué dans l'explosion du QG du Hezbollah, Abbas Niforouchan. Israël a affirmé de son côté qu'il y aurait naturellement une riposte. Il y aura des conséquences, a déclaré une porte-parole de l'armée israélienne. On ne sait pas encore, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de représailles via des missiles entre Israël et l'Iran. On sait que les États-Unis sont intervenus pour calmer le jeu, pour essayer d'éviter ce que Joe Biden appelle une guerre totale, Donald Trump s'opposant de son côté comme le seul capable d'éviter une troisième guerre mondiale qui serait déclenchée par un conflit plus large au Moyen-Orient. On suivra avec pas mal d'intérêt ce qui va se passer là-bas, effectivement, dans les 4-5 prochaines semaines, et puis naturellement les résultats des élections américaines dans maintenant seulement 4 semaines.
Merci beaucoup Guillaume. C'est effectivement très chaud au Moyen-Orient, proche Moyen-Orient, et on va voir un petit peu comment ça évolue. Mais c'est sûr que ça rajoute, en plus de ce qui se passait en Ukraine et puis à Gaza depuis plusieurs mois, la situation est bien, bien complexe. Alors Max, deuxième sujet, comme je l'ai dit, tu vas nous parler un peu de la campagne américaine. On est dans des sujets finalement qui, on a beau faire le grand écart en termes géographiques, il y a des liens d'un sujet à l'autre. Naturellement. Alors aux États-Unis, dans ces derniers jours, effectivement, c'est 3 crises simultanées qui sont venues bouleverser le déroulement de la campagne aux États-Unis. D'abord, l'ouragan dévastateur qui a ravagé le sud-est des États-Unis, qui a fait plus de 200 morts. Ensuite, effectivement, tu viens d'en parler, l'accélération des tensions au Proche-Orient avec la volée de missiles iraniens sur Israël, sur fond de guerre au Liban. Et puis enfin, une guerre éclair des dockers qui porte en elle un vrai potentiel de blocage de l'économie. Donc la réaction des candidats, des 2 candidats à la présidentielle américaine à cette catastrophe naturelle qui a été causée par l'ouragan, a en réalité été assez différente, ce qui reflète à la fois leur caractère propre, une certaine impulsivité de Donald Trump, qu'on connaît bien, mais aussi le fait que Kamala Harris, en tant que vice-présidente, elle est aux affaires. Elle fait partie du gouvernement qui réagit à la crise avec les moyens de l'État américain, contrairement à Donald Trump. Donc Donald Trump, je le disais, a réagi de manière assez empressée. Il s'est rendu sur place, d'ailleurs en dépit des recommandations des autorités locales qui considéraient que la zone était quand même... il fallait éviter des déplacements de nouvelles personnes sur place pour laisser faire tous les services d'urgence qui étaient en train de répondre à la catastrophe. Et il a effectivement utilisé la situation pour naturellement critiquer sa rivale. De son côté, Kamala Harris, elle est restée dans un premier temps à Washington où elle a suivi la gestion de la crise par l'Agence fédérale de la réponse aux catastrophes naturelles. Elle a eu plusieurs briefings et puis dans un deuxième temps, elle s'est rendue dans l'État de Géorgie le 2 octobre, tandis que Joe Biden, lui, se rendait en Caroline du Nord. Et ces déplacements ne sont pas vraiment anodins, puisqu'on sait que les États de la Géorgie et de la Caroline du Nord sont des États clés pour l'élection du 5 novembre. On peut d'ailleurs s'interroger sur la capacité de ces États à assurer la tenue des élections, et c'est une vraie difficulté. Mercredi dernier, Joe Biden, qui souhaitait montrer, à la fois rassurer les habitants, mais aussi montrer que l'État et le gouvernement démocrate est à leur côté, a annoncé l'envoi de troupes de l'armée américaine pour renforcer les soldats de la garde nationale qui étaient déjà déployés. Alors deuxième crise, effectivement, quelques heures après l'attaque de missiles iraniens, on a eu un communiqué de presse de Donald Trump qui dénonçait l'absence de leadership américain dans un contexte, en gros, d'explosion de la situation mondiale. Le monde part à la dérive et donc tout ça est la faute de Joe Biden et de Kamala Harris. Et de son côté, Kamala Harris, elle, s'est efforcée d'apparaître plutôt en contrôle de la situation depuis la Maison-Blanche où elle a assisté à des briefings et puis elle a publiquement affiché son soutien à Israël. La dernière crise, finalement, c'est celle de l'association des dockers de ports de la côte est et ouest des États-Unis qui a lancé une grève en début de semaine dernière avec 45 000 dockers dans 36 ports, ce qui est quand même assez massif. Et là, un gros potentiel de blocage de toute l'économie américaine. Alors finalement, un accord a été trouvé pour augmenter les salaires, qui a notamment impliqué le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, dont on a parlé déjà dans ce podcast. Mr. Pete. Exactement. Et là, à nouveau, on a pu voir un certain contraste entre les positions des 2 candidats à la présidentielle. Alors Donald Trump, lui, a dénoncé la grève qui était portée par les syndicats. On sait qu'il n'est pas très fanat des syndicats de manière générale. Et il a bien sûr utilisé à nouveau l'opportunité de dire que c'était l'administration Biden-Harris qui était finalement responsable de cette grève, puisque celle-ci était causée par l'inflation. De son côté, Kamala Harris s'est rangée du côté des dockers en jugeant qu'il était normal que ceux-ci se mettent en grève et que les travailleurs devaient être compensés de manière juste dans un contexte de profit record des entreprises du transport maritime. Donc finalement, grâce aux médiations, il y a un accord qui a pu être trouvé pour augmenter les salaires
ce qui fait que la grève s'est arrêtée au bout de 3 jours, mais on a eu chaud, en tout cas du côté des États-Unis. Voilà un petit peu ce qui s'est passé récemment du côté des États-Unis. On a aussi eu la semaine dernière un premier débat entre les candidats à la vice-présidence des États-Unis, donc J.D. Vance et Tim Walz, Oui, pardon. Tim Walz, absolument. Beaucoup moins clair que le débat entre les deux candidats pour la présidence. Voilà. Et puis, ce week-end, Donald Trump a tenu un nouveau rallye, donc à l'endroit où il y avait eu la tentative d'assassinat sur lui, et nous avons vu l'apparition d'un certain Donald Tusk. D'un certain Elon Musk qui a affiché son soutien à Donald Trump en appelant... Pensez-y la prochaine fois que vous achetez votre Tesla. Voilà. Moi. Voilà un petit peu ce qui s'est passé du côté de la campagne américaine récemment. Merci Max. Et alors un dernier petit point qui nous avait semblé important. Vous savez que les questions des droits des personnes LGBTQIA+, sont importantes et on aime bien vous mettre aussi à jour de ce qui se fait. Max, tu veux nous parler du dernier jugement rendu par les CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne? Exactement, le 4 octobre dernier, donc la Cour de justice de l'Union européenne, vous savez, c'est elle qui est en charge finalement d'évaluer la conformité des décisions qui sont prises au niveau national par rapport à la loi européenne. Et donc, elle avait été saisie en dernier recours par un citoyen roumain dans le cadre d'un litige qui l'opposait au service de l'état civil de la direction du registre des personnes d'une commune en Roumanie et au ministère de l'Intérieur de la Roumanie par rapport à la reconnaissance et l'inscription dans l'acte de naissance roumain de cette personne des mentions relatives au changement de prénom et d'identité de genre que cette personne avait légalement acquise au Royaume-Uni. Alors la Cour a jugé que le droit de l'Union impose à tout État membre de reconnaître le changement de prénom et d'identité de genre d'un citoyen de l'Union dès lors que ce changement a été acquis dans un autre État membre. Alors c'est un jugement qui est important parce que ça permet d'assurer une sécurité juridique aux personnes qui ont effectué une transition légale de genre. Et c'est une bonne nouvelle parce que la réalité, c'est que les droits des personnes trans ne sont pas égaux dans tous les pays de l'Union. Vous en êtes assez... Ouais, c'est ça. Les droits des personnes trans ne sont pas égaux dans tous les pays de l'Union. Voilà, on a certains pays qui sont plus en avance que d'autres et certains qui sont carrément rétrogrades. Voilà, ça c'est dit. Donc au moins, on peut remercier la Cour d'avoir eu ce jugement qui permettra aux personnes trans de vivre mieux sur l'ensemble du territoire de l'Union. Alors on passe maintenant à la rubrique Belgitude, Guillaume. Absolument, une rubrique Belgitude rapide par ces temps de froideur, de rhume, de refroidissement, de raclette. Sachez que Bruxelles, la ville de toutes les controverses et de tous les contrastes, la ville la plus surréaliste du monde, notre ville favorite, ici on est en pleine période électorale et alors, comme vous le savez, on est en pleine période électorale et je commence à titre personnel à en avoir ma claque d'entendre les uns et les autres redoubler d'efforts et de futurs mensonges pour appâter le chaland. Je dis futurs mensonges parce que c'est des promesses électorales qui, on le sait, ne seront pas tenues. Je saisis donc l'occasion de la sortie d'une étude qui arrive pile poil avec le froid. On se gèle et le chauffage est de retour. On y reparlera de notre rubrique vie de couple et qui met Bruxelles en tête du classement des villes les plus cosy au monde. Et ouais. Alors qu'est-ce qu'on entend par cosy ? Un endroit cosy, c'est un endroit qui donne un sentiment de confort, de chaleur et de relaxation. Parfait. C'est un peu la maison en fait. C'est la société All Clear, société d'assurance de voyage, qui a commandité cette étude avec l'idée de trouver des villes qui offrent des lieux cosy, mais aussi une atmosphère extérieure similaire et une architecture, etc., etc. Alors les différentes bases pour créer ce classement, c'est le nombre de sites d'UNESCO par kilomètre carré, le nombre de librairies par kilomètre carré, le nombre de cafés par kilomètre carré, de cinéma, théâtre et musée par kilomètre carré, le nombre de précipitations, là autant dire que le pluviométrie de Bruxelles, là je pense que ça l'a mis devant, mais d'une force, et puis le nombre de posts Instagram qui utilisent le mot cosy et le nom de la ville. Difficile de mettre New York dans cette étude parce que cosy entre deux gratte-ciel, pas top. D'ailleurs, la ville est classée 20e. Pour Bruxelles, c'est l'atmosphère générale de la ville ainsi que les très nombreux bars et restaurants de bonne qualité et de comfort food. C'est une ville qui est encore meilleure à expérimenter pendant les mois froids et pluvieux MDR.
Bon, a priori, ça a joué un grand rôle pour mettre Bruxelles devant, mais ça se comprend. Dans quelle autre ville est-ce qu'on peut manger les meilleures frites avec les meilleures bières et avant une gaufre extraordinaire et un chocolat local? Aucune. Et en plus, si vous avez des bons fournisseurs, vous pouvez manger aussi quelques raclettes et fondues autour d'un bon verre de vin. Alors, on passe tout de suite donc à la rubrique vie de couple. Et avant de vous parler... D'ailleurs, en parlant de chaleur et de grand écart, on va faire le grand écart des températures, là. Je disais, avant de parler de petites choses qu'on a faites, petit update de nos vies, justement, je voulais parler de notre relation assez différente à la chaleur. Aïe, 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 aïe. Notamment dans le lit. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Disons que ça, c'est un sujet sur lequel les couples se retrouvent ou alors... S'opposent. Oui, c'est le principe, oui. Et... je suis plutôt le mec qui ouvre grand la fenêtre, y compris en hiver, et qui se blottit sous la couette parce que c'est trop agréable quand il fait froid dehors d'être sous la couette. Et Max, c'est plutôt le mec qui ferme la fenêtre, qui allume le radiateur à fond et qui se met sous la couette, puis une deuxième couette et un troisième plaid par-dessus, c'est ça? C'est ça. Autant dire qu'on s'entend furieusement bien. Donc c'est pas évident toujours. Puis c'est pas que dans le lit en fait. Hein. Bah oui, ce podcast n'est pas moins de 18 ans. Non, mais de manière générale, on n'est pas complètement aligné sur la question de la chaleur et tout ça, mais c'est vrai que chacun s'habille comme il veut et donc ça c'est pas un problème. Dans le lit, on n'a qu'un seul lit et si tu laisses la fenêtre ouverte pendant la journée et que donc on arrive dans une chambre où il fait gla-gla, forcément c'est moins cool, quoi. Après, tu te mets sous la couette, puis t'attends que ça explique chauffe. Aussi pourquoi est-ce que t'as le nez qui coule. Hein. Oui, oui, sans doute. Ça et rencontrer des gens d'un peu trop près. Non, mais effectivement, c'est très drôle parce que ça fait depuis qu'on est ensemble que ça dure, en fait, ce petit combat. Alors on a tout cherché, on a cherché des solutions pour pouvoir avoir... que le radiateur de la chambre soit pas lié au thermostat de toute la maison pour pouvoir qu'on lui dise ok, tu chauffes entre 10h et 10h30 le soir histoire qu'on ait de la chaleur quand on rentre, mais après tu t'arrêtes puis tu te mets à chauffer à 6h30 pour qu'à 7h quand on se lève il fasse un peu chaud. C'est pas s'il fait trop chaud, je peux pas dormir, je suis désolé. Ah non, mais en plus t'es une vraie bouillotte, faut quand même le dire. Et puis en plus quand j'ai de la fièvre, autant dire que c'est plus une bouillotte là, on est sur l'Etna là. Voilà, donc ça nous arrive effectivement de mettre un morceau de couette entre nous deux, parce que Guillaume est trop chaud. Oui. Et puis l'été, on dort sans couette, presque. Ah là 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 là. Bon, bref, voilà, on vous a raconté ce petit aspect de la vie de couple de manière générale appliquée. Passionnant, mais on serait intéressé d'avoir vos tactiques, si vous êtes en couple et que vous avez des tactiques pour justement mettre d'accord deux personnes qui sont absolument... qui chauffent que d'un côté. Oui, sinon on peut aussi faire chambre à part, t'as raison, c'est une bonne idée ça. Oui, alors, je raconterai cette petite anecdote où la seule fois où j'ai fait chambre à part et où je suis allé dormir à côté, au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui est venu me rejoindre dans le lit. Oui, bon. Oui, bon, peut-être. Peut-être. C'était pas moi. Mais qui c'était d'ailleurs? Bon, alors, Guillaume, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu quelques contrastes dans nos activités. Vous savez, on vit une vie de grand écart. Alors, ce mercredi, on était à Lille pour le show final de Drag Race France. C'était légendaire. C'était génial. Alors, avec Nicky Doll. Oui, naturellement, quand on a vu le show de Drag Race Belgique, on se rend compte de la différence de moyens aussi entre ces deux émissions. Les deux émissions en Belgique et en France, c'est normal. En Belgique, c'est une émission qui touche 5 millions de personnes. En France, on est plutôt sur 65 millions. Donc, les moyens qui y sont donnés ne sont pas les mêmes. En France, il y a une tournée de, 30 dates. En Belgique, on a une date à Bruxelles. Mais voilà, c'était une soirée vraiment légendaire parce qu'on a retrouvé toutes nos queens de la saison 3 qui ont chacune eu leur moment pour briller sur scène. On a retrouvé l'humour légendaire et décapant de Nicky Doll, n'est-ce pas, qui a adoré le public lillois. Enfin, bon, adoré, je sais pas, mais pas arrêté de dire que c'était chaud, quand même. Public formidable. C'était chaud. Elle aime pas être interrompue, quand même. Ça s'est vu un peu. Mais c'était vraiment une très chouette soirée avec une super ambiance. Et voilà, l'occasion de se remettre un peu là-dedans en attendant la saison 4, on espère, bientôt. À l'été 2025, n'est-ce pas? Oui,
ça a été très très chouette. Un bon moment passé ensemble, et puis finalement aussi une petite découverte pour nous que finalement aller passer la soirée à Lille, c'était faisable. Bon, il se trouve quand même que on est rentré à 1h du matin ici, donc c'était un peu plus dur jeudi matin pour se lever. Voilà. Et le week-end dernier, on a fait quelque chose de complètement différent. On était dans un stade, donc quand même gros événement pour Guillaume. Et le week-end dernier, on était dans un stade parce qu'on a fait cette année un peu une tournée des stades pour... non, c'était pas du sport, c'était pas un concert non plus, enfin pas tout à fait, c'était pour la messe du pape en Belgique. Alors, comme vous le savez, le pape est assez avare de visites dans les pays, les grands pays, les pays d'Occident en tout cas, et il a concentré ses visites... des voyages apostoliques depuis le début de son pontificat sur des petits pays ou des pays pauvres ou marginalisés qui ont été peu visités par ses prédécesseurs. Je vous laisse déterminer dans quelle case rentre la Belgique. En tout cas, de fait, il a fait un voyage de 3 jours en Belgique à l'occasion de l'anniversaire de des universités de Louvain. Et cette visite s'est terminée par une messe au Stade Roi-Baudouin. Voilà, c'était un moment très solennel. On ne va pas se mentir, ce voyage nous laisse un peu une impression de grand écart aussi. C'est un peu ce qu'on fait, nous, au quotidien, dans notre foi et dans notre engagement spirituel. Oui, on va dire qu'il y a eu un peu le grand écart dans les positions du pape aussi. Des prises de parole assez fortes sur finalement les abus, la nécessité de ne pas laisser les abus impunis, vraiment appelant à ce que finalement les responsables de ces abus soient dénoncés et aillent devant la justice. Vraiment une parole très forte. D'ailleurs, pendant la messe du pape elle-même, il y avait des représentants d'associations qui travaillent avec les personnes qui ont subi des abus, avec les plus démunis, des associations qui travaillent pour accompagner les personnes qui sont sans abri ou des migrants et tout ça. Donc vraiment un aspect très fort. Et pour autant, quand même quelques paroles qui, ici en Belgique, ont fait un peu polémique, notamment une certaine métaphore sur un tueur à gages qui a quand même pas mal choqué et qui d'ailleurs a conduit derrière à ce que le sujet soit discuté au Parlement belge avec une prise de parole du Premier ministre. Tout à fait, qui a convoqué l'ambassadeur du Saint-Siège en Belgique pour lui dire que c'était pas très opportun. Et puis, le problème, c'est que ce qu'on... Vas-y. Non, quelques paroles dans ces discours, notamment à l'université de Louvain, sur les femmes qui ont été un peu fraîchement accueillies aussi, dans un mode un petit peu... ça faisait un peu continuation du patriarcat, quoi. Ouais, c'était un peu... en fait, j'ai un peu le sentiment avec ce pape comme avec tous les papes, que passé un certain âge, on devrait peut-être les relever de leur charge, parce qu'il a eu des prises de position qui étaient très, très vraiment, qui ont pu faire avancer des choses dans le passé, mais qui a une sorte de cristallisation avec l'âge, ou en tout cas le temps qui passe, sur certains sujets, notamment ce sujet de l'avortement, qui me met, moi, personnellement, et qui nous met, je crois, très mal à l'aise, et qui surtout est l'opportunité pour un certain nombre de gens dans l'Église, à commencer par notre Église locale, de mettre de côté l'autre volet de sa visite, qui était justement, comme tu disais Max, pour demander le pardon de l'Église à toutes ces victimes, dont on ne parle absolument pas. Ce matin, on a eu une homélie sur le bien et le mal, où on a eu l'avortement, c'était le mal, mais à aucun moment il n'a été fait mention que les abus sexuels, c'est le mal. Voilà, c'est un peu dommage de faire du choix de sujet en fonction aussi de ce qui nous arrange ou pas, et voilà, ça nous a mis un peu mal à l'aise. Et non, mais c'est sûr que voilà, le fait est qu'on entend un peu de temps en temps quelques paroles sur les abus et tout ça, mais structurellement, on n'a pas l'impression que, on a l'impression que l'Église continue de se placer finalement dans une figure de moralité sans faire une introspection et surtout de prendre des mesures structurelles pour éviter que les choses ne se reproduisent.
parce que finalement, on continue de découvrir année après année de nouveaux cas, de nouvelles situations qui ont été cachées, de nouvelles personnes, de nouveaux prêtres ou qui ont été déplacés alors qu'on savait qu'il y avait eu des abus. Voilà. Et finalement, à un moment donné, il commence à y avoir il commence plus, malheureusement. Il y a cette dichotomie entre faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Et donc, à un moment donné, on aimerait avoir peut-être un peu plus d'humilité sur ce caractère moralisateur et peut-être peut-être des actions plus fortes pour mettre en œuvre ces belles paroles que le pape a pu dire sur il faut maintenant que les abus cessent et tout ça. Ok, mais c'est quoi les actions qui sont mises en place? Et voilà, peut-être avoir un peu plus d'humilité dans l'approche plutôt que d'être sans cesse en train de dénoncer telle ou telle chose parce qu'à un moment donné, ça devient un peu complètement ridicule, quoi. Tout à fait. Bon voilà, désolé, on vous a fait un petit cœur ouvert là sur le sujet, mais je crois que c'est un peu ce à quoi notre rubrique de couple est aussi destinée. Exactement. Allez, on passe à la dernière rubrique. Guillaume, c'est toi aujourd'hui qui nous parle dans cette rubrique quoi? C'est une rubrique chasse au trésor. Vous aurez peut-être entendu parler de sur la trace de la chouette d'or. C'est une histoire qui durait depuis plus de 30 ans. Tout commence en 1993 quand un certain Max Valentin, de son vrai nom Régis Hauser, expert en marketing et écrivain, sort un livre. Il s'intitule Sur la trace de la chouette d'or. La promesse est toute simple et particulièrement stimulante. Résolvez les 11 énigmes du livre et vous trouverez, enterré quelque part sur le grand territoire de France, une sculpture de chouette en bronze. C'est une réplique de celle originale en or et en argent sertie de diamants qui vaut à l'époque, on parle encore en francs français, 1 million de francs, 150 000 euros d'aujourd'hui quand même. Le ou la gagnante pourra échanger la réplique contre l'original. Alors, le système d'origine, c'était donc un livre réédité 3 fois et aujourd'hui introuvable, et un bon vieux Minitel à l'ancienne avec la possibilité de poser des questions directement à Max Valentin, moyennant finance, c'est pas l'armée du salut non plus, et il y a une chouette à financer. Naturellement, gros chambardement avec l'arrivée d'Internet, les communautés marginales sur Minitel se regroupent, échangent plus facilement des informations, et il devient beaucoup plus simple de croiser ce que l'on sait. Et en même temps, il devient aussi beaucoup plus complexe de faire le tri dans toutes les informations auxquelles on a accès. Il aura donc fallu presque 30 ans d'Internet et 15 ans après le décès du créateur de l'énigme en 2009 pour arriver à l'étape fatidique où une personne a trouvé la réplique de la chouette tout en étant capable d'expliquer comment elle en est arrivée là. Ça, on le suppose parce qu'on n'a pas eu encore toutes les étapes, mais c'est ce qu'on imagine puisque le co-créateur du jeu qui a repris... au début des années 2020, pour redonner du poil de la bête à la chasse au trésor, a annoncé qu'a priori, il fallait mettre en suspens pour l'instant les recherches, qu'elle aurait été retrouvée et que les conditions étaient donc remplies. Parce que non seulement il fallait la trouver, mais il fallait être capable de dire comment on l'avait retrouvée donc en résolvant ces 11 énigmes. Alors, la disparition du créateur en 2009 laissait une communauté orpheline en quelque sorte. Ça montre aussi que derrière une aussi grande communauté, la tentation du repli et une dérive parfois un peu sectaire n'est jamais très loin. Suite à son décès, s'est posé naturellement la question de qui était dans le secret. Ses proches, certains en tout cas. Ça sera confirmé plus tard avec notamment la personne qui a repris, je le disais, la chasse au trésor, la gestion de cette chasse au trésor, en tout cas les informations, tout aussi nébuleusement que le reste. Et puis naturellement le temps passe avec le risque que les indices disparaissent sous un parking, une forêt ou un barrage. Alors, on en saura plus dans les semaines qui viennent. Il semble que la chouette a été retrouvée dans la forêt de Dabo, non loin de Phalsbourg en Moselle. Et se posera aussi la question de savoir ce que vont devenir tous ces chouetteurs, comme on dit. Le bonheur n'est pas à l'arrivée, c'est le chemin. Et bien là, justement, on est arrivé. Comment vont-ils trouver un autre chemin sur lequel se diriger, sur lequel marcher? Merci beaucoup, Guillaume, pour cette dernière rubrique un petit peu chouette. Et c'est déjà la fin de ce 3e épisode de la saison 6. Un épisode très grand écart.
Absolument, et si vous êtes arrivé au bout sans avoir besoin de faire le grand écart entre la cuisine, l'ordinateur et la salle de bain, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, et un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés quand on aura réussi à le monter. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous et à bientôt pour un nouveau Grand Écart.